Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous. Scandale dans le foot féminin tchèque, mais un scandale qui ne fait pas beaucoup de bruit. Un entraîneur a été condamné par la justice pour avoir enregistré des vidéos de joueuses dans les douches et les vestiaires. C'est une découverte archéologique rare qu'a faite un habitant d'un village de Moravie du Sud. En jardinant, il a mis au jour un moule pour fabriquer des pointes de lance datant d'il y a 3000 ans. Littérature en seconde partie d'émission, mais tout de suite, c'est le bulletin d'information présenté par Magdalena Hrozinkova. Les informations. Ce mercredi matin, plusieurs vols organisés pour rapatrier les ressortissants tchèques bloqués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre sont arrivés à l'aéroport de Prague. Plus précisément, un avion militaire Kasa a transporté des dizaines de passagers depuis l'Égypte, tandis qu'un Airbus militaire en provenance d'Oman, avec une centaine de personnes à bord, a également atterri à Prague. Deux avions de la compagnie Smartwings ont aussi transporté près de 400 ressortissants tchèques depuis Dubaï et Mascate, la capitale d'Oman. Le Premier ministre Andrej Babiš a déclaré mercredi matin qu'un avion loué par l'État était prêt à se rendre en Jordanie pour rapatrier 189 personnes. Le chef du gouvernement a également appelé les compagnies aériennes Ryanair et Emirates à affréter des vols spéciaux. Selon lui, la Tchéquie fera tout son possible pour obtenir des créneaux horaires pour les avions, ce qui constitue actuellement le plus grand problème au niveau de l'organisation des vols de rapatriement. Selon le ministère des Affaires étrangères, près de 5800 Tchèques se trouvent actuellement dans les pays concernés par le conflit. L'inflation annuelle en Tchéquie est tombée à 1,4% en février 2026, soit le taux le plus bas enregistré depuis octobre 2016, a constaté l'Office tchèque des statistiques dans son estimation publiée ce mercredi. En glissement mensuel, les prix à la consommation ont baissé de 0,1%. Les prix de l'énergie ont connu une baisse de 7,8% en février dernier par rapport à l'année précédente. En revanche, les prix des services ont augmenté de 4,5%. Selon la méthode de calcul utilisée par Eurostat, le taux de chômage en République tchèque s'est élevé à 3,2% en janvier, soit une augmentation de 0,1 point comparé au mois précédent. D'après ces données officielles publiées ce mercredi par l'Institut européen de statistique, qui utilise donc une méthodologie différente de celle de l'Office du travail tchèque, la République tchèque avait en janvier le troisième taux de chômage le plus bas de l'Union européenne, derrière la Pologne et la Bulgarie. Le taux de chômage dans la zone euro a légèrement baissé à 6,1% de la population active en janvier, tandis qu'il était de 5,8% dans l'ensemble de l'Union européenne. Helena Bezděk-Fraňková, ancienne directrice de longue date du Fonds national du cinéma, recevra le prix Lion tchèque Český lev pour sa contribution exceptionnelle à la cinématographie tchèque, selon l'Académie nationale du cinéma et de la télévision qui décerne ces prix prestigieux. Helena Bezděk-Fraňková est l'une des femmes les plus influentes de l'industrie cinématographique tchèque, spécialiste en matière de politique cinématographique, de financement public et de l'audiovisuel international. Elle a participé à la création du Fonds national du cinéma qu'elle a dirigé jusqu'en 2025. Sous sa direction, l'institution qui soutient les cinéastes et les créateurs de jeux vidéo a été transformée l'année dernière en Fonds national de l'audiovisuel afin de répondre aux nouvelles technologies et aux défis culturels. La cérémonie de remise des Lions tchèques, distribuée dans 24 catégories, se tiendra le samedi 14 mars au Palais des Congrès de Prague. Parmi les favoris figurent cette année notamment Franz, le biopic consacré à l'écrivain Franz Kafka et réalisé par Agnieszka Holland, le drame Zbormistr, Broken Voices du réalisateur Ondřej Provazník ou encore le road movie Caravan de la réalisatrice Zuzana Kirchnerová, présenté au dernier festival de Cannes dans la section Un certain regard.
La météo annonce une nouvelle journée agréable et ensoleillée. Jeudi, jour de fête des Casimir, le ciel sera dégagé sur l'ensemble du territoire et les températures varieront entre 11 et 15 degrés. Radio Prague International, le programme francophone. Il n'a probablement encore jamais été autant question de football féminin en Tchéquie que ces dernières semaines, et ce à la fois pour des raisons sportives ou culturelles, avec la diffusion actuellement d'une excellente série documentaire sur l'équipe du Slavia Prague, mais aussi des raisons judiciaires, avec une trouble affaire de vidéos de joueuses enregistrées par leur ancien entraîneur dans les vestiaires et les douches. Les détails avec Guillaume Narguet. En République tchèque, l'actualité du football féminin, c'est d'abord le résultat nul, 2 buts partout concédés par l'équipe nationale contre le Pays de Galles mardi soir à Uherské Hradiště en ouverture des éliminatoires pour la Coupe du Monde qui se tiendra en 2027 au Brésil. Un partage des points au fort goût d'inachevé puisque les Galloises ont égalisé en toute fin de match dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps et ce, comme le regrettait la sélectionneuse tchèque Jitka Klimková. C'est décevant parce que nous voulions commencer cette campagne de qualification du bon pied, mais aussi parce qu'une victoire aurait récompensé le bon travail que les filles ont effectué durant tout le stage de préparation à ce match. Mais cela fait aussi partie du jeu et ce résultat ne remet rien en cause. Il faut retenir les leçons et continuer à aller de l'avant avec dès samedi le prochain match en Albanie. C'est la vie. Jamais encore les Lions, le surnom de la Reprezentace, n'étant parvenus à se qualifier pour la phase finale d'une grande compétition internationale, euro comme mondiale. L'objectif apparaît comme une évidence pour cette équipe nationale féminine tchèque, briser le plafond de verre pour pouvoir mettre davantage en lumière un football féminin qui, à l'échelle nationale, dans un championnat d'élite qui ne compte que 8 équipes, se résume trop souvent à un duel entre le Sparta et le Slavia, les deux grands rivaux pragois qui, depuis la création de la compétition en 1993, ont accaparé tous les titres de championne de République tchèque. Keď som bola malá, tak som sa hanbila, že hrám futbal. Hraju za největší klub České republiky. Mais le football féminin en République tchèque, c'est aussi depuis peu Bohyně Slavié, les déesses du Slavia en français, une mini-série télévisée à succès qui en 4 épisodes raconte une année dans la vie du prestigieux club pragois et de ses joueuses. Une série documentaire tout en sensibilité qui montre les joies et les peines de ces jeunes sportives, leurs rêves, leurs espoirs et leurs angoisses, les inévitables tensions et dilemmes auxquels elles sont confrontées en tant que femmes et plus généralement la réalité de la vie quotidienne sur comme en dehors du terrain d'une joueuse de haut niveau en République tchèque, souvent très éloignée de celle des hommes joueurs professionnels. Un documentaire qui, comme l'explique Tomáš Klein, son co-réalisateur avec Linda Kalistová-Jablonská, je cite, ne traite pas uniquement de football, mais montre un groupe de filles qui font ce qu'elles veulent, ce qui leur plaît et ce dans quoi elles excellent, sans se soucier de ce qu'en pensent les garçons. Fin de citation. Un film dans lequel il est aussi question d'une sombre affaire qui, bien qu'elle remonte déjà à quelques années, n'a été révélée au grand jour que tout récemment. Kamery v šatně. Fotbalový trenér ze Slovácka natáčel fotbalistky ve sprše a v počítači měl dětskou pornografii. Jaký za to dostal trest? 4 ans durant, Petr Vlachovský, longtemps considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de football féminin en République tchèque, a filmé en secret, à l'aide d'une mini-caméra dissimulée dans un sac à dos, les vestiaires et les douches des joueuses du FC Slovácko, club de la ville d'Uherské Hradiště en Moravie du Sud. C'est en surveillant les comptes d'utilisateurs d'un site de rencontres érotiques qui échangeait des contenus pédopornographiques que la police, en 2023, a découvert par hasard l'activité de Petr Vlachovský, un homme âgé aujourd'hui de 42 ans.
Sur son ordinateur et sur un disque externe figuraient 28 enregistrements. 14 joueuses âgées de 17 à 25 ans ont été filmées par leur entraîneur durant cette période. 9 photos à caractère pédopornographique que lui avait envoyé un autre utilisateur du site érotique avec lequel Petr Vlachovský échangeait ses enregistrements réalisés dans les douches et les vestiaires ont également été retrouvés. Ce n'est pourtant que le 1er février dernier, soit 2 ans et demi après son arrestation, que Seznam Zprávy, un des sites d'information les plus lus en République tchèque, a dévoilé l'affaire. 9 mois aussi après que Petr Vlachovský, sans que personne alors ne le sache, a été condamné à 1 an de prison avec sursis, à 3 ans de mise à l'épreuve, à 5 ans d'interdiction d'entraîner et à verser une indemnité de 20 000 couronnes, l'équivalent d'un peu plus de 800 € à chacune des victimes. Suite à cette condamnation, aucun journaliste n'a réussi à obtenir de réaction de Petr Vlachovský. De leur côté, nombre de joueuses, traumatisées par cette affaire, se sont dites déçues par la clémence du verdict rendu, sans audience publique, par la justice. Et alors qu'elles sont dans l'impossibilité de faire appel, une simple ordonnance pénale ayant été prononcée, l'Association tchèque des joueurs de football, le syndicat qui défend les droits et les intérêts de ces derniers en République tchèque, a informé ce mercredi qu'elle avait appelé la Fédération internationale de football, la FIFA, à imposer à Petr Vlachovský une suspension à vie de toute activité en lien avec le football. Les découvertes archéologiques fortuites sont ces apparitions imprévues qui rappellent que l'histoire est souvent enfouie juste sous nos pieds. Dans un village de Moravie du Sud, un habitant a cru le mois dernier être tombé sur un banal rocher en retournant la terre de son jardin. Il s'agissait en réalité d'un artefact rarissime, un moule utilisé pour fabriquer des pointes de lance en bronze, vieux de plus de 3000 ans. Je to odlévací forma odborně kadlub na bronzový hrot kopií. To bylo nalezeno úplně náhodně. Tady vidíme, že to je... Ce qui était au premier regard une dalle de pierre rectangulaire assez régulière qui a longtemps servi de fondation pour une grange était en réalité un moule pour couler des pointes de lance datant de l'âge du bronze, comme l'explique Milan Salaš du musée régional de Moravie. Son observation montre que la pierre est un négatif très précisément modelé permettant de couler le bronze pour la fabrication de ses armes de jet, et ce moule s'apparente donc à un outil technique indispensable pour un petit atelier métallurgique de la fin de l'âge du bronze. À cette époque, l'alliage cuivre-étain qui donne ce fameux bronze a transformé les sociétés. C'était une période de spécialisation technique, de réseaux d'échanges étendus et de sociétés stratifiées. La Moravie, située au carrefour des vallées fluviales de l'Europe centrale, a été une région importante pour ces interactions. Des traces archéologiques montrent que des cultures variées, comme la culture de Nitra au début du bronze moyen, ou les traditions funéraires de la culture des urnes au bronze final, se sont succédées sur ce territoire aujourd'hui toujours aussi riche en découvertes archéologiques. Ce qui rend ce mobilier archéologique particulièrement exceptionnel, c'est moins le moule lui-même que son origine géologique. Il n'appartient en effet pas au sous-sol local. Des analyses indiquent qu'il a été façonné dans une autre région d'Europe centrale, comme le détaille Antonín Přichystal de la faculté des sciences naturelles de l'université Masaryk de Brno. Cet objet a certainement été rapporté ici. Nous avons découvert qu'il s'agissait de tuf, c'est-à-dire une roche volcanique. Elle est typique des Carpates. La région d'où elle pourrait provenir est probablement les versants au sud-est du massif du Buk, c'est-à-dire dans l'est de la Hongrie. Dans ce contexte, un moule servant à confectionner des pointes de lance qui a été importé jusque sur le territoire de l'actuelle Moravie en son temps n'est pas qu'un simple outil. Il témoigne d'un réseau d'échanges sur des centaines de kilomètres où les matières premières et les connaissances techniques circulaient également. Il suggère aussi l'existence de groupes spécialisés dans la production d'armes et non seulement de communautés agricoles isolées. Car l'âge du bronze en Moravie n'était pas homogène, il comprenait différentes traditions culturelles et techniques. Les séquences chronologiques établies par l'archéologie
archéologie montre qu'après les premières cultures comme celle d'Unietice ou la culture des tumulus, la région est progressivement absorbée dans une large tradition dite de la culture des champs d'urnes, connue pour ses rites funéraires marqués par la crémation et l'inhumation d'urnes. Ce passage correspond à une phase tardive de l'âge du bronze, dans laquelle les sociétés deviennent plus complexes, avec des hiérarchies sociales plus marquées, des artisans spécialisés et peut-être l'émergence de groupes d'élites guerrières possédant leur propre technique de fabrication d'armes. À cette époque, les guerriers portaient à la fois un armement offensif et défensif. Leur équipement comprenait un bouclier, des jambières et des casques. Tout était en bronze, explique encore Milan Salaš. Et c'est exactement ce que décrit Homère. Les soldats de la guerre de Troie avaient le même équipement. Il décrit même qu'ils emportaient 2 lances avec eux au combat. Ils en avaient toujours une en réserve. Lorsqu'un guerrier lançait sa lance à distance, il s'en débarrassait. C'est pourquoi il en avait une en plus. L'artefact mis au jour dans le village de Morkuvke est d'autant plus significatif qu'il éclaire un aspect rarement documenté, non seulement la présence de bronze et d'armes, mais la production active de ces armes sur place de manière sérielle, répétitive et relativement massive, de même que l'implication de communautés locales dans un échange culturel et technique plus large reliant la Moravie à d'autres régions européennes. En outre, ce type de moule en pierre est beaucoup plus rare qu'un objet fini, car il implique une étape de production souvent effacée par le temps en raison de son usage intense et de sa fragilité. Aussi, loin d'être un simple vestige, ce moule permet aujourd'hui aux archéologues de mieux comprendre comment on fabriquait et on diffusait des armes, comment des technologies avancées circulaient et comment les communautés humaines passées se connectaient à travers des territoires vastes et parfois difficiles d'accès. Et en seconde partie d'émission, je vous propose de réécouter une récente rubrique littéraire préparée pour vous par Václav Richter. Rencontre littéraire. L'art devrait susciter chez l'homme une certaine métamorphose, provoquer sa pensée et ébranler les stéréotypes de sa vie, déclare Milenka Čechová et illustre cette idée par son roman intitulé Co já, co ty, titre ambivalent que nous pouvons traduire comme « Et moi alors, et toi alors » ou bien « Qu'ai-je fait, qu'as-tu fait ?» Et il faut dire qu'en décrivant le comportement des 2 protagonistes de son roman, l'auteur répond à ces questions d'une façon complexe et exhaustive. Le 3e roman de Milenka Čechová est un récit dont le thème majeur est la vengeance. Milenka Čechová est une artiste à multiples facettes. Tout d'abord danseuse classique, elle déserte bientôt vers la danse-théâtre et au théâtre physique. Elle raconte son expérience d'élève d'une école de ballet dans son roman corrosif intitulé Baletky, les ballerines, qui déclenche un tollé parmi les chorégraphes et les danseurs classiques tchèques. Ses activités sont nombreuses et variées. Elle monte toute une série de projets artistiques auxquels elle participe en tant que metteuse en scène, chorégraphe, danseuse et actrice. Elle est pédagogue d'école artistique et elle poursuit également une œuvre littéraire. Dans son 3e roman, sorti aux éditions Paseka, le sort individuel de son héroïne Laura lui permet de traiter les grands thèmes de la littérature de tous les temps, le crime, le châtiment, la vengeance et aussi la situation de la femme dans le monde masculin.
Cela a pris sa source dans le sentiment que je porte dans mon fort intérieur, dans l'idée que les femmes actives dans l'espace public et qui cherchent à attirer l'attention sur certains problèmes sont souvent cibles de la haine, des brimades et des attaques de toutes sortes comme la ridiculisation et l'humiliation. Et je me dis que c'est comme si nous n'avions pas le droit de critiquer l'état de la société, le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous ne sommes toujours pas égales en droit. Et c'est dans cette frustration de longue haleine qu'a germé le désir d'écrire un livre sur une relation manipulatrice qui couvrirait une vie de l'enfance à l'âge adulte. Laura, héroïne du roman, est une femme de 29 ans qui gagne sa vie comme une prostituée de luxe. Elle n'est pas complexée, ne cache même pas une certaine fierté de la façon souveraine dont elle pratique le plus vieux métier du monde. Mais dans son âme, il y a une blessure profonde qui date de son enfance. Orpheline, elle a passé son adolescence dans un foyer de l'enfance où elle a été d'abord éduquée, puis cajolée et finalement séduite mentalement et sexuellement par son professeur. Milenka Čechová a donné à son livre la forme d'un long monologue de Laura. J'ai choisi une forme d'enregistrement qui crée une espèce de journal sonore que Laura, une femme de 29 ans, enregistre successivement pour l'homme qui a provoqué dans son enfance chez elle un tel bouleversement que cela a fait dévier de sa trajectoire toute sa vie postérieure. C'est à l'intention de cet homme qui a profondément marqué la vie de son élève par une manipulation raffinée et sans scrupules que Laura enregistre le récit de cette séduction avec son dictaphone. L'évocation du passé criminel de son séducteur fait partie de sa vengeance qui prend forme d'une confession littéraire car le lecteur lit la transcription de ses enregistrements. Milenka Čechová explique pourquoi elle a choisi cette forme de narration insolite. L'idée de donner à ce monologue la forme d'un enregistrement me convenait beaucoup parce qu'en tant que performeuse et metteuse en scène, j'imagine ces situations souvent sous une forme scénique. J'entends ce que le personnage dit, je vois ce qu'il fait, c'est donc comme un enregistrement d'une espèce de one-woman show, l'enregistrement du comportement d'une personne qui cherche à assumer son passé. Le style de cet acte d'accusation contre un séducteur est nerveux et cru. La narratrice n'est plus une jeune fille ingénue qui obéissait impuissante aux fantaisies de son professeur. Celle qui raconte son histoire est déjà une femme adulte et assurée, qui parle ouvertement et même avec un brin de masochisme de son drame personnel, qui déploie un langage imagé pour évoquer les affres de son adolescence et ne nous cache aucun détail de sa vie intime. Elle brosse un portrait accablant de son séducteur, mais elle ne se ménage pas non plus. Elle ne cache même pas une certaine complicité avec son séducteur et l'image qu'elle donne d'elle-même n'est pas toujours sympathique. C'est une femme en colère, une femme qui utilise sa langue comme une arme et qui ne recule pas devant la description des choses qu'on passe généralement sous silence. Dans son récit ne manque ni des scènes sexuelles explicites, ni des vulgarismes. Comme si tout dans sa vie et dans sa narration n'obéissait qu'à une seule chose, son désir de vengeance. Milenka Čechová considère ce thème comme fructueux et riche d'inspiration. J'ai choisi ce thème parce qu'il génère une certaine énergie. Mon écriture est rapide et énergique. Je voulais procéder à un processus antique, purificatoire et cathartique. Je le fais aussi dans mes autres œuvres. Quand il y a quelque chose qui me fait souffrir, je le traite et je cherche à le résoudre en lui donnant une forme et le hissant à un niveau esthétique. Et c'est ainsi que je donne à cette douleur et à ce problème un fondement, une justification, une explication pour apprendre quelque chose de nouveau. La vengeance comporte une certaine sorte d'énergie et la colère aussi. C'est une énergie qui peut être vivifiante, stimulante et fortifiante et qui est à l'opposé
de l'impuissance, de la passivité, d'une situation que nous subissons impuissants et brisés par ce que nous vivons. Vers la fin du roman, la jeune femme et son ancien professeur se rencontrent de nouveau. Ils sont bien différents, leur situation est bien différente, mais ce qui reste sans changement, c'est leur haine réciproque, une haine intense et sournoise qui risque d'exploser. Et c'est à ce moment que le récit psychologique prend un aspect nouveau et permet à Míšenka Čechová de mener son lecteur à un dénouement inattendu. Récemment, un critique a écrit que mon roman est un thriller psychologique. Cela me fait un grand plaisir parce que vers la fin, la forme du roman bascule. Le récit prend un peu la forme de thriller quasi cinématographique et la vengeance qui touche à son accomplissement se retourne et se transforme complètement. La vengeance dans ce roman est donc un certain moteur, mais je ne révélerai pas si elle sera accomplie ou non. Určitým motorem, ale to jestli dopadne nebo nedopadne, nebudu prozrazovat. C'est la fin de notre émission en français sur Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le reste de l'actu tchèque en français, c'est évidemment sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur notre page Facebook où vous pouvez nous faire part de vos commentaires. Radio Prague International est également sur Instagram pour plus de photographies, mais aussi sur les réseaux sociaux X et Blue Sky. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.